Donc bonjour à toutes et à tous. Donc moi je vais vous présenter les résultats que j'ai eus lors de mon stage que j'ai réalisé à l'Institut de l'élevage et co-encadré par l'ITAB, et donc qui a porté sur l'impact du degré de valorisation de l'herbe sur les performances des exploitations allaitantes biologiques du Massif central. Donc pour resituer un peu, mon stage il a pris part dans un projet bio-viande qui avait pour ambition de développer la filière viande biologique au sein du Massif central. Et donc pour ça, il a regroupé une diversité d'acteurs, des différents maillons de la filière, donc à la fois des organismes de conseil, d'instituts techniques, des coopératives et des opérateurs de l'aval. Et donc pour ça, dans l'objectif de développer de façon concertée les filières viande, c'est-à-dire en articulant les différents organismes de production et donc de transformation à l'aval des filières, pour développer de façon durable ces filières, avec pour second objectif d'accompagner les éleveurs et augmenter leur capacité à élever des animaux en majorité à l'herbe, donc améliorer leur performance technique et économique et permettre qu'ils puissent répondre aux demandes de la filière biologique. Et également apporter des outils, des connaissances à la filière, mais aussi des pistes de réflexion pour structurer cette filière et pour la recherche de débouchés dans le cadre de la filière biologique. Et donc l'étude, elle a porté sur ces exploitations bovins viande du Massif central qui engraissent majoritairement à l'herbe. Et donc c'est de comprendre à la fois leur performance sur les volets techniques, économiques et environnementaux. Et donc deux objectifs sous-jacents, donc comprendre les stratégies techniques qui ont été mises en place par ces systèmes et comprendre leur capacité de réponse aux attentes de la filière. Et dans un deuxième temps, d'évaluer leur performance à la fois économique, selon leur valorisation de l'herbe, et comprendre également leurs différents impacts environnementaux en les comparant à d'autres exploitations biologiques du Massif central. Et donc pour ça, on avait deux échantillons qui ont été identifiés par l'expertise des conseillers de la zone du Massif central, avec un premier échantillon issu du projet bio-viande, donc un échantillon d'intérêt qui portait sur les élevages naisseurs-engraisseurs bio du Massif central et qui avait pour critère l'engraissement majoritairement à l'herbe. Et pour comparer les performances de ces élevages, il a été mobilisé un autre échantillon d'exploitation, l'exploitation bioréférence, les mêmes types d'élevage, mais eux qui ont été sélectionnés sur un taux de finition des animaux élevé, donc qui engraissent la majorité de leurs animaux sur la ferme. Et donc pour ça, on a eu 9 exploitations dans le cadre du premier projet, 19 dans le cadre du deuxième, et les données ont été suivies sur l'année 2020. Et un dernier point pour montrer un peu où est-ce qu'on va. Ce qu'on a voulu regarder, on a mobilisé différents indicateurs pour évaluer ces différents niveaux de performance. Pour les performances techniques et économiques, c'était des références qu'ils ont utilisées en routine par le INOSIS réseau d'élevage, entre l'Institut de l'élevage et les chambres d'agriculture, pour évaluer différents critères techniques et économiques sur ces exploitations. Et également évaluer les capacités de réponse aux attentes de la filière pour comprendre si les animaux produits répondent ou non aux demandes de la filière biologique, et donc en prenant pour base des enquêtes qui ont été réalisées chez des opérateurs de l'aval. Et enfin, des performances environnementales avec deux volets. Un volet pour comprendre l'empreinte carbone de ces élevages et leur compétition avec l'alimentation humaine, en regardant l'efficience de conversion des protéines par ces élevages et l'utilisation des terres dans ces élevages, comme l'a montré Marc tout à l'heure. Donc on en vient au résultat avec nos trois parties. Donc tout d'abord sur les repères techniques et économiques. En comparant les deux échantillons, bio-viande qui a été sélectionné sur un critère d'engraissement majoritairement à l'herbe et bioréférence juste simplement sur un taux de finition élevé. Donc on remarque globalement sur les structures, vous avez une ordre d'idée, des structures d'exploitation bio-viande un peu plus réduites, avec une main-d'œuvre et une surface plus faible, et qui sont davantage diversifiées, donc qui engraissent un peu plus à l'herbe, et donc qui généralement ont un atelier de vente directe qui est plus présent dans ces exploitations. Et donc là, on peut le voir ici, ils ont un nombre de vélages par unité de main-d'œuvre et un nombre d'UGB sur l'exploitation qui est un peu plus faible en comparaison aux exploitations de référence.
Donc ça, c'est pour un peu pour la structure de ces exploitations. Mais quand on a regardé un peu les stratégies alimentaires et fourragères qui sont mises en place dans ces systèmes, ils sont relativement équivalents dans les deux exploitations, dans les deux échantillons. Donc avec un assolement donc, très herbagé, hein, avec plus de 90% de la surface qui est en herbe, avec une forte part de prairie permanente, et des systèmes qui sont très autonomes en fourrage, à plus de 95% en moyenne, des exploitations relativement extensives, et une part d'herbe donc importante, donc une part d'herbe dans la ration, en effectivement avec l'assolement des exploitations qui sont très herbagères et qui ont une consommation concentrée relativement limitée en comparaison aux exploitations conventionnelles. Mais donc on a vu donc relativement peu de différences dans ces deux échantillons, et c'est pourquoi on a souhaité regarder plus globalement à l'échelle de l'exploitation comment ces exploitations valorisent l'herbe. Et donc les deux échantillons ont été regroupés et un indicateur de valorisation de l'herbe a été mobilisé. Et pour ça, trois principaux critères ont été utilisés: la quantité de concentré consommé en kilos par UGV par an, la part d'herbe dans les fourrages, et la quantité de fourrage conservé consommé, donc en tonnes de matière sèche par UGV, pour avoir une idée de l'importance du pâturage dans ces exploitations. Et donc l'indicateur il s'est construit rapidement donc, avec chacune des valeurs donc, ont été centrées réduites pour avoir des données indépendantes de l'unité et donc pour pouvoir regrouper ces trois indicateurs. Ils ont été additionnés et avec un facteur -1 pour les variables qui augmentent quand la valorisation de l'herbe diminue, pour avoir un degré de valorisation de l'herbe selon les exploitations. Et donc ça nous a permis de réaliser 4 classes égales donc de cette exploitation. Donc de la classe 1 qui a la plus forte valorisation de l'herbe, donc qui est à la fois la plus économiquement concentrée, qui a le plus d'herbe dans les fourrages et qui maximise le pâturage. Et la classe 4 qui a la plus faible valorisation de l'herbe au sein de l'échantillon. Et donc 4 classes ont été regardées. Donc on va maintenant regarder les résultats selon ces différentes classes. Juste pour avoir un ordre d'idée des quantités consommées, donc là on a la quantité de concentré, on voit bien qu'il y a un gradient entre les différentes classes, et donc c'est les classes 1 et 2 qui ont une quantité de concentré à l'animal inférieure. Donc là on a chacune des classes, pardon, 1, 2, 3, 4, et la quantité de concentré. Si on regarde la part d'air, on a également un gradient, donc avec des élevages de la classe 1 qui sont quasi toutes exclusivement à l'herbe, donc avec des fourrages à base d'herbe, alors que les autres mobilisent de l'ensilage de maïs parfois ou des céréales matures. Et sur la quantité de fourrage conservé et consommé, on a aussi un gradient, donc avec un pâturage qui est ici plus prédominant dans les exploitations. Selon ces, donc on a bien un degré du pâturage qui diffère selon ces classes. Donc ça, c'était pour vous présenter un peu la construction d'indicateurs selon ces trois variables. Et si on regarde maintenant les résultats économiques en lien avec ces différentes classes, on a pu voir que les systèmes qui valorisent le plus l'herbe, ils ont des niveaux de revenus plutôt élevés à l'échelle de l'exploitation. Donc on peut les voir ici. Donc on a le revenu disponible à l'année 2020 et ici l'excédent brut d'exploitation, donc le BE sur produit brut, ce qui montre un peu l'efficacité économique des exploitations. Donc c'est à la fois les exploitations les plus efficaces. Donc là, la classe 1, on les voit qui sont les plus élevés en termes d'efficacité économique, strictement supérieur à 30%, et qui ont des revenus relativement élevés à l'échelle de l'exploitation. Et donc, pour comprendre un peu plus finement ça, on a voulu aller voir les coûts de production, et donc là, on a pour chacune des classes les coûts de production et les produits de l'atelier. Et donc, on voit que ces exploitations elles maîtrisent relativement leur niveau de charge, avec globalement l'exploitation économe en frais de mécanisation et en frais de bâtiment. Donc, pour ces exploitations de la classe 1 qui valorisent le plus l'herbe. Comme on peut le voir ici, donc on a une stratégie pour ces exploitations ici, là, d'économie sur la mécanisation. Donc, des exploitations plus économement concentrées qui ont donc de plus faibles coûts liés à une moindre utilisation de concentré, donc moins d'autoproduction de concentré sur l'exploitation, mais aussi une plus forte utilisation du pâturage et donc moins de frais liés à la récolte des pâturages, à la récolte de l'herbe. Et donc, on peut avoir ici plusieurs stratégies, et avec en haut à droite des exploitations qui
plutôt de la classe 4 et donc qui ont des frais plus élevés, liés notamment à un pâturage qui est moins important dans ces fermes et qui sont plus gourmands en concentré. Également au niveau des frais de bâtiment d'exploitation, c'est également l'exploitation de la classe 1 qu'on retrouve le plus ici, donc en bas à gauche du graphique, donc qui peuvent s'expliquer par notamment des systèmes plein air ici ou des systèmes qui valorisent au maximum le pâturage et donc des frais de bâtiment qui sont plus faibles pour ces exploitations. Et si on regarde maintenant au niveau de la composition du revenu, donc on voit que ces exploitations de la classe 1 ici, ils ont des produits plus faibles, mais avec un écart avec les coûts de production qui est relativement faible, et donc ce qui leur assure un bon niveau de rémunération. Et donc, ce qui explique ces niveaux de rémunération plus élevés pour ces élevages. Et là, c'est pour montrer le prix de vente selon le prix de revient. Et donc, le prix de revient qui correspond au prix auquel devrait être vendu le kilo vif, donc prix de revient au kilo vif vendu, pour couvrir l'ensemble des charges et pour permettre une rémunération à 2 SMIC des élevages. Et donc des éleveurs. Et donc voilà, donc là on a ce résultat, on voit qu'il y a la majorité des élevages qui n'atteignent pas donc ce prix de revient, avec différentes stratégies qui peuvent être mises en place. Ici on a plutôt des systèmes 2, donc des systèmes relativement économes, donc avec un prix de revient plus faible. Des systèmes veaux qui ont des coûts un peu plus élevés, mais qui est compensé par un prix de vente plus élevé que des veaux qui sont mieux valorisés au kilo de carcasse. Et enfin des systèmes en vente directe, donc là qui diffèrent un peu et qui s'éloignent parfois donc de cette courbe, avec des frais de vente directe qui sont parfois très, très importants dans ces élevages. Et donc un point de vigilance ici avec des élevages qui arrivent à bien valoriser, qui ont un prix de vente relativement élevé, mais qui ont des frais importants liés à la commercialisation et à la transformation et à la commercialisation de leurs aliments. Enfin, oui, donc là, c'est de regarder donc cette rémunération, comment elle est dans les différentes classes, en regardant donc la rémunération en termes de nombre de SMIC par unité de main-d'œuvre, selon les différentes classes de valorisation de l'herbe. Et on a aussi ici un peu un degré, même si ce n'est pas intimement corrélé, mais on a tout de même un degré. Et avec donc la valorisation de l'herbe qui impacte ce revenu, mais aussi d'autres charges inhérentes aux élevages, avec des investissements parfois récents pour certains élevages ou des frais de vente directe relativement élevés. Donc il va y avoir plusieurs éléments qui expliquent ceci, mais on a tout de même des élevages de la classe 1 ici qui se départagent plutôt bien sur ce niveau. Et enfin, dernier point économique, on a voulu regarder l'évolution de ce revenu, parce qu'on a regardé jusque-là une année fixe 2020. Et donc, pour regarder l'évolution du revenu dans ces exploitations, on a un revenu qui est majoritairement dégradé entre 2018 et 2020. 2020 qui était, si vous vous rappelez, une année plutôt impactée par la sécheresse, et donc qui a impacté globalement ces élevages, et donc la majorité ont un niveau de revenu dégradé. Et avec, si on regarde selon les classes de valorisation de l'herbe, on a assez peu de différences, elles se répartissent un peu. Donc on a différentes cas de figure, mais un impact de la sécheresse qui a impacté un peu la stabilité économique de ces exploitations. Si on passe maintenant aux réponses, aux attentes, aux capacités de réponse de ces élevages aux attentes de la filière biologique. Tout d'abord, on voulait regarder donc la capacité à finir des animaux sur l'exploitation. Et donc là, on voit que les systèmes qui valorisent le plus l'herbe, ils parviennent à engraisser la majorité de leurs animaux. Donc là, la classe 1 et 2, on les retrouve ici. Donc, ils sont répartis donc là, on a le taux de finition global. Ils se retrouvent dans le haut du panier, aussi bien que les autres exploitations. Donc, même si certaines ne finissent pas l'ensemble des animaux, il est bien possible pour ces élevages de finir la majorité de leurs animaux avec une quantité de concentré relativement limitée. Donc là, c'est la quantité de concentré consommée par kilo de viande vive produite sur l'exploitation. Et on a des quantités relativement faibles, inférieures à 1,5 kg par kilo de viande vive, ce qui est relativement faible pour ces systèmes allaitants.
Et on a voulu regarder également les poids carcasses obtenus par ces élevages et quel impact la valorisation de l'herbe à l'excès de l'exploitation, donc sur ces poids carcasses. Et donc là, pour chacune des lignes, on a les races, on a voulu séparer par race pour voir les potentielles différences. Donc dans le cas des vaches, là, on a des poids carcasses relativement équivalents selon la valorisation de l'herbe, avec la classe verte, donc qui a la plus forte valorisation de l'herbe, qui obtient des poids carcasses équivalents, donc des systèmes qui arrivent à finir leurs animaux et à atteindre des poids carcasses cohérents. Et donc ça, on a retrouvé ce résultat également pour les bœufs ici. Donc on a également Charolais, Léosine, Aubrax, Alercien, Angus, donc avec même 2 élevages ici qui parviennent à sortir des poids carcasses relativement élevés tout en valorisant l'herbe et en maximisant l'herbe au sein de leur exploitation. Et également, système veau, on a obtenu le même résultat avec des veaux salaires qui ont des poids un peu plus faibles ici, mais qui peut être lié à la race également. Donc voilà ce qu'on a pu voir sur les poids carcasses. Et après, on a vu faire un focus sur est-ce que ces animaux ils sont conformes aux attentes de la filière. Et donc, en se basant sur une étude qui a été réalisée sur Massif Central auprès des opérateurs de Laval. Et donc ça, c'est issu d'une première tranche du projet, donc qui avait évalué les volontés de la filière en termes de poids, de conformation, d'état d'engraissement des animaux. Et donc, si on regarde selon ces attentes de la filière, les résultats, donc nous, on a pu regarder donc, les conformations des vaches donc, à l'échelle sur nos exploitations. Donc, on a 117 vaches qui ont été recensées, à la fois en termes de conformation, d'état d'engraissement et de poids carcasse. Et si on regarde les attentes de la filière longue ici, qui sont encadrées en rouge, on a des animaux qui sont majoritairement conformes à hauteur de 84% pour la conformation, 85% pour l'état d'engraissement et 76% pour le poids carcasse. Donc des animaux qui sont majoritairement conformes, et pour les animaux qui ne répondent pas aux attentes de la filière, on peut voir qu'ils sont majoritairement commercialisés par le circuit de la vente directe, ici avec des animaux qui ont un état de conformation haut et à un poids carcasse inférieur à 350 kg. Donc on a des animaux qui sont plutôt conformes aux attentes de la filière, dans le cas des vaches. Si on regarde rapidement dans le cas des bœufs, on a également la formation, l'état d'engraissement et le poids carcasse. On a aussi là une forte réponse aux attentes de la filière longue biologique. Donc des animaux des élevages de herbagiques qui parviennent à finir des animaux conformes aux attentes. Et pour les veaux, on a un peu plus de difficultés pour ces élevages biologiques, avec donc notamment en termes d'état d'engraissement, avec des animaux qui ont généralement un état d'engraissement plus faible et qui n'atteint pas les exigences de la filière biologique. Et donc là, qui peut être expliqué par un âge limité des veaux pour la commercialisation des veaux, et aussi un cahier des charges de la culture biologique qui impose des temps de pâturage et donc qui peut limiter l'engraissement de la prise de gras, donc le dépôt de gras sur les veaux. Mais on a sinon globalement des veaux qui répondent aux autres attentes. Mais tout de même une difficulté sur ce volet-là de l'état d'engraissement. Et enfin, on a voulu regarder les impacts environnementaux donc, de ces élevages et donc quelle réponse aux attentes sociétales. Avec un premier volet donc, sur l'empreinte carbone, donc a été mobilisé l'outil Cap2ER au niveau 1, et donc l'empreinte, pour rappel, l'empreinte carbone, ça prend en compte les émissions brutes de gaz à effet de serre qui ont lieu sur l'élevage, donc au périmètre de l'élevage, auxquels sont déduits le stockage de carbone permis notamment par les prairies et les haies. Et donc cette empreinte carbone qui peut être amenée à l'unité produite, donc par kilo de viande vive ou à l'unité de surface. Et donc si on regarde ces résultats en termes d'empreinte carbone, tout système confondu dans un premier temps, donc là vous avez les émissions donc, par unité produite, par kilo de viande vive, et ici par hectare de SAU sur l'atelier viande. Et donc on a des résultats qui sont en comparaison au système conventionnel, qui sont relativement équivalents.
Si on regarde ici, la moyenne des systèmes conventionnels français, ici, il se situe en système Vaux, en système Nesser ou en système E. Donc, dans ces ordres de grandeur. Donc, et on a donc nos exploitations qui se situent à peu près dans les mêmes niveaux, voire avec des émissions inférieures. Donc là, vous avez la correspondance avec nos exploitations qui sont en système Vaux, Nesser ou en système 2. Donc, exploitations qui sont plutôt performantes ici, avec, comme on disait tout à l'heure, des fois des élevages logiques qui sont moins performants à unité produite du fait d'une moindre productivité, mais on peut voir ici qu'ils ont une empreinte carbone équivalente, voire inférieure au kilo de viande vive, et ramené à l'unité de surface, on a des émissions qui sont bien inférieures au système conventionnel, donc là qui sont en moyenne à 6 tonnes équivalent CO2 par hectare en système conventionnel, et donc là la majorité de nos élevages sont bien en dessous de cette empreinte carbone. Et si on regarde selon le degré de valorisation de l'herbe, l'empreinte carbone, donc ils sont donc c'est des exploitations relativement performantes pour des exploitations biologiques. Avec ici, on a également donc les références en conventionnel, en système Vaux, en système Nesser ou bœuf, et donc on a des exploitations qui sont dans la moyenne, voire un peu plus performantes, et avec une tendance pour ces élevages de la classe 1 qui valorisent le plus l'herbe, à avoir une empreinte carbone plus faible. Ce qui peut être expliqué par une moindre utilisation d'aliments notamment, et qui réduit donc l'empreinte carbone, mais aussi des temps de pâturage plus élevés dans ces exploitations, qui réduit les émissions. Voilà pour ce qui est de l'empreinte carbone. Maintenant, on va regarder donc la compétition avec l'alimentation humaine, et donc les capacités de quelle compétition de la ration avec l'alimentation humaine et quelle efficience de l'élevage à produire des protéines. Donc, on a réutilisé une méthodologie qui a été mise en place par l'INRAE, et en regardant notamment l'efficience protéique nette, c'est-à-dire les protéines qui sont consommables par l'homme et qui sont produites par l'élevage, donc les kilocarcasses produits, en fonction des protéines consommables par l'homme qui ont été consommées par l'élevage, donc les protéines issues de la ration des animaux. Si on regarde les résultats, donc on a ici cette efficience protéique nette qui correspond à la contribution des élevages à la production de protéines consommables par l'homme, selon la part des protéines de la ration qui rentrent en compétition avec l'alimentation humaine. Et donc, avec une efficience supérieure à 1, on a des élevages qui sont producteurs nets de protéines, c'est-à-dire qu'ils produisent plus de protéines consommables par l'homme qui n'en consomme. Et sinon, une efficience inférieure à 1, on a des consommateurs nets de protéines, donc qui consomment davantage qu'ils n'en produisent. Et donc là, dans notre échantillon, on a la moitié de nos élevages qui sont producteurs nets de protéines et qui donc contribuent à la production de protéines pour l'alimentation humaine. Et si on regarde donc selon le degré de valorisation de l'herbe, on a bien nos élevages ici qu'on retrouve ici. Nos élevages de la classe 1 qui sont les plus efficients pour la production de protéines. Donc des élevages qui valorisent l'herbe et qui valorisent les ressources qui sont peu valorisables pour l'alimentation humaine directement. Et avec en moyenne pour ces élevages plus de 2 kg de protéines consommables par l'homme produites pour 1 kg de protéines consommées, et en moyenne 1% de la ration qui rentre en compétition avec l'alimentation humaine. Donc des élevages très performants sur ce volet-là, qui valorisent l'herbe et qui rentrent très peu en compétition avec l'alimentation humaine. Et enfin, dernier volet, on a voulu donc regarder l'occupation des terres par ces exploitations, donc les surfaces qui sont mobilisées par les élevages, et auxquelles sont également additionnées les surfaces qui sont équivalentes aux achats d'aliments dans les élevages, selon les kilos de carcasses produits. Et donc, on obtient globalement donc, ce résultat, ça ne vous parle peut-être pas, mais donc on a un nombre de mètres carrés par kilo de carcasse produit. Et donc ça, sur l'ensemble de l'exploitation, qui est composé de prairies permanentes, de prairies temporaires, de cultures fourragères et de grandes cultures. Donc ça, au sein du seul atelier. Donc, quelle consommation de concentré au sein d'ateliers. Les grandes cultures, les cultures de vente ne sont pas prises en compte ici. Et donc, si on compare au conventionnel,
on a ici dans l'exploitation un résultat qui est comparable à l'exploitation conventionnelle, à la littérature qu'on a pu trouver, donc entre 30 et 160 mètres carrés par kilo de carcasse. Et donc, c'est comparable aux références qui sont disponibles en conventionnel. Et si on. Or, la majorité de ces surfaces, elles sont tout de même composées de prairies permanentes, donc des prairies qui pas ou peu labourables, donc dont un autre usage des terres, dont un autre usage alimentaire est discutable. Et donc 60% de ces terres sont des prairies permanentes, ce qui réduit donc la moyenne, si on regarde seulement les terres arables mobilisées par ces élevages, elle est réduite à 32 mètres carrés par kilo de carcasse, et donc des élevages qui valorisent majoritairement des surfaces qui sont peu valorisables pour l'alimentation humaine. Et enfin, selon le degré de valorisation de l'herbe, ici on a les 4 classes et leur occupation des terres. Donc on a tout de même là des exploitations de la classe 1 qui sont relativement performantes tout en valorisant l'herbe, donc qui sont tout de même productives et qui arrivent à avoir une empreinte sol plutôt réduite par rapport aux exploitations, même si elle diffère peu, mais on a une tendance à avoir une empreinte carbone réduite une empreinte sol réduite pour ces élevages. Et ce qui est expliqué notamment par une moindre utilisation de terres labourables ici. Ils utilisent très peu de cultures fourragères et de grandes cultures donc dans ces systèmes, et ce qui réduit un peu leur occupation de terre. Donc là, on a pu voir que nos exploitations, elles sont plutôt performantes et mobilisent une surface en terre qui est relativement faible. 2 minutes, sinon. Ouais, c'est déjà beaucoup. Donc voilà pour l'ensemble des résultats. C'était un peu condensé, mais un peu rapide. Enfin, un peu de temps. Mais voilà. Donc pour les perspectives, on a pu voir qu'on s'est focalisé sur une campagne fixe, donc l'année 2020, qui était impactée par une année de sécheresse qui faisait. Donc en perspective, ce serait intéressant de regarder les résultats en pluriannuel et pour regarder un peu l'évolution des performances techniques et économiques de ces élevages sur plusieurs années, mais regarder également leurs stratégies d'adaptation qu'ils ont pu mettre en place face aux aléas climatiques, des stratégies de décapitalisation ou d'achat de fourrage de concentré, et de voir l'impact que ça peut avoir sur leur performance technique et économique. Il a été aussi mobilisé un indicateur de valorisation de l'herbe, mais qui a été testé sur une exploitation relativement herbagère, comme on a pu le voir, qui sont en moyenne à plus de 90% de surface herbagère. Et donc, il serait intéressant de mobiliser dans d'autres contextes, à la fois dans l'exploitation conventionnelle, mais aussi dans d'autres bassins de production, pour voir un peu les résultats que ça peut donner selon cet indicateur de valorisation de l'herbe. Également des résultats qui ont été utilisés en ovin, mais qui n'ont pas été valorisés. Et donc, il serait intéressant de regarder aussi les résultats que ça pourrait donner dans le cadre des exploitations ovins. Et donc, cette étude a permis de montrer différentes choses et qui peut apporter différents éléments pour la filière biologique du Massif central, à la fois des repères techniques et économiques pour ces exploitations, à la fois donc naisseurs-engraisseurs bio, donc qui sont jusque-là peu référencés en Massif central, et sur des exploitations qui valorisent au plus l'herbe et qui sont avérées plutôt pertinentes sur les différents indicateurs qu'on a pu voir. Ça a aussi permis la création d'un indicateur de valorisation de l'herbe qui peut être pertinent pour les conseillers parce qu'il est simple à mettre en place et il est à l'échelle globale de l'exploitation et pas sur des rations à l'animal, mais bien sur des rations globales à l'échelle de l'exploitation. Donc, il est relativement simple à mettre en place. L'évaluation de la capacité à répondre aux attentes de la filière, elle peut amener différents éléments de discussion avec les opérateurs économiques de l'aval de la filière sur les capacités à répondre, les capacités des élevages à produire des animaux finis en agriculture biologique, et donc peut amener des pistes de réflexion entre ces deux acteurs pour structurer et faire avancer la filière. Et enfin, des performances environnementales donc, ont été évaluées et qui ont montré la qualité environnementale sur plusieurs volets, donc de la viande biologique à l'herbe, et qui a pu montrer des résultats pertinents sur plusieurs points.
Donc voilà, merci à toutes et à tous. Et n'hésitez pas si vous avez des questions. Merci. Déjà, merci beaucoup pour toutes ces données très intéressantes. Et en fait, je me demandais si dans les diagnostics CAP2R que vous avez relevés, enfin analysés, vous aviez eu des résultats qui montraient un impact positif, notamment au niveau du stockage carbone dans les forêts herbagères. Oui, en fait, ce qu'on a vu, c'est qu'il n'y avait pas un stockage forcément plus important dans ces exploitations plus herbagères. On a des exploitations qu'on a pu le voir toutes globalement très herbagères, à plus de 90% de l'assaisonnement en herbe. Et dans l'exploitation qui valorisait au plus l'herbe, on n'avait pas spécifiquement de mobilisation de plus de terres de prairies permanentes. Pardon. Et c'est souvent ces prairies qui stockent le plus de carbone. Et donc dans cet outil-là, qui ont un forfait de stockage de carbone le plus important. Et donc, ces exploitations qui valorisaient le plus l'herbe, là, de la classe 1 et 2, elles valorisaient tout aussi bien des prairies temporaires et des prairies permanentes. Donc, pas spécifiquement plus des prairies permanentes. Et donc, on n'avait pas un stockage de carbone plus élevé que les autres classes. Et donc, on n'a pas pu voir ça dans notre échantillon, du fait d'un échantillon aussi qui était relativement herbagé. Et donc, sur des données plus larges, ce serait sûrement mis ce serait évalué, mais sûrement mis en avant que l'exploitation plus herbagère stocke davantage de carbone par ces prairies. Et là, on l'a peu vu dans cette herbage. Ok, merci beaucoup. En fait, je travaille pour Pâture et Papilles, c'est un collectif d'éleveurs en France qui élève 100% à l'herbe et en agriculture biologique. Et la majorité de ces fermes ont fait des CAP2R aussi, et il y a des résultats qui sont positifs en stockage carbone. C'est vrai qu'elles sont principalement sur des prairies permanentes. Voilà. À partager avec plaisir. Un élément, en fait. Donc CAP2R, il va être au cœur un peu des échanges, des présentations, mais ça s'explique aussi par le fait que le coefficient de stockage il est énorme quand on est en prairie permanente et quand on est en prairie temporaire. Dans des rotations d'agriculture annuelle, on est à 80 kg de carbone, alors qu'on est par hectare et par an, alors qu'on est à 500 quand on est en prairie permanente. Donc forcément, ça a un impact là-dessus. Voilà, donc après, l'outil est intéressant quand on l'utilise un peu en comparaison en méthodologie équivalente, en fait, mais après, derrière, pour des valeurs en absolu, c'est effectivement discutable. Oui, bonjour. Ces résultats sont très intéressants et ils viennent confirmer finalement un certain nombre de présupposés qu'on pouvait avoir. Donc, ma question, elle est simple, c'est que au moment où on est tous en train de dire qu'il faut basculer en matière de système de production de viande, qu'est-ce que vous avez prévu pour diffuser au ministre de l'Agriculture, à tous les présidents de chambres d'agriculture, à toutes les instances décisionnaires syndicales et autres? Je suis très sérieux, c'est mon boulot au quotidien d'essayer de faire bouger ça au niveau local et j'ai du mal, mais je trouve qu'avec ce que vous apportez, il y a de la matière. Et j'espère que vous allez avoir un plan de communication à la hauteur des résultats que vous venez de présenter. Parce que sinon, ça sera bien, mais il n'y aura plus d'éleveurs. Non, mais vous devriez y réfléchir très sérieusement. On y réfléchit. Effectivement, il a soutenu, du coup, fin septembre, du coup, là, on est vraiment sur la digestion des résultats et les premières présentations, mais vous savez bien que les livrables de viande, ils vont venir, ils sont attendus, du coup, fin d'année 2022 et 2023. Et je pense que le débat, il porte autant sur les résultats et les données qui sont produites, mais aussi sur la manière dont on a de justement évaluer ces systèmes-là, et du coup, les indicateurs qui sont mobilisés, qui méritent peut-être à être connus, diffusés, et voilà, même en routine, en fait, dans la production de référence. Voilà. En conventionnel et en bio. En conventionnel et en bio, effectivement, oui, bien sûr. Oui. Est-ce que Thierry, je dirais quand même aussi, c'est ce type de résultat, ça fait quand même pas mal d'années que ce soit le pôle bio ou d'autres structures non conventionnelles, on le publie, on le sait, qu'il y a plein de rapports qui calent des tables. Donc, merci quand même Thierry de représenter l'administration, la DRAF. Hein, donc, effectivement, je pense que la DRAF doit avoir plein de rapports qui sont dans des placards. Donc, à toi de les sortir aussi, puis de les faire remonter à qui de droit, quoi.
nous sommes collectivement mauvais pour connaître les résultats, puisque la majorité reste sur le chemin qui n'est pas celui-là. Mais globalement, il y a quand même un manque de capacité de communication par manque de personnes là-dessus dans la filière bleue. Parce que là, il y aurait 6 mois d'une personne chargée de com pour diffuser, ce serait mieux diffuser. Et le projet va être fini et ouais. Et il faut convaincre des hommes et des femmes qui sont dans nos instants. Et voilà, je pense que l'Institut de l'élevage, aussi, si j'ai bien compris, qui est associé, a aussi des moyens qui pourraient venir compléter les votes. Ils ont des moyens à l'Institut de l'élevage conséquents aussi. Ils ont des professionnels qui côtoient de près, parce qu'on peut dire ce que l'on veut, mais le discours prend davantage quand il est porté par ses pairs que par l'administration ou par quelques individus. Oui, mais tu vois bien, enfin, tout ce qui est dit là, enfin, même hier après-midi, ce qu'on a dit, bon, je suis aussi, attention, enfin, hier, j'ai interpellé quelques personnes. On est ici au sommet de l'élevage. Qu'est-ce qui est exposé dans le hall d'à côté? Quels sont les messages diffusés? Bon, voilà, quoi. Donc, c'est pas ça qui est mis en avant, quoi. Enfin, mais ça c'est pas du ressort que du pôle bio et tout, c'est tout l'environnement. Oui, dans la presse ce matin, c'était ça quand même. Est-ce qu'il y a une question pour le recentrer sur le travail de Simon avant? Ça en fait partie. Oui. Bien revoir la diapo par rapport aux gaz à effet de serre. Là, en fait, je me dis que pour communiquer justement plus largement, ce serait bien d'avoir juste des chiffres. Elle est loin, c'est où il y avait les traits là. En fait, voilà, tu vois là, c'est pour le bédouin moyen, c'est pas si visible. Voilà. Par contre, dire en conventionnel, la moyenne c'est ça, en bio c'est ça, avec un tableau avec les deux. Eh ben, ça peut être beaucoup plus fort en communication, quoi. Oui. Oui, il serait intéressant de montrer ça. Là, on l'a voulu le montrer pour que ce soit plus ici par des graphiques, tout ça. Mais oui, on montrait ça par des chiffres. Et après, il y a même une grande variabilité entre les exploitations. Et donc, c'est important aussi de montrer ça et qu'il y a les moyennes qui sont présentées ici en système conventionnel, ça va du simple au double aussi. Et donc, il y a une grande variabilité. Donc, mais montrer ça plus spécifiquement pour faire passer les messages. Parce que là, en fait, le système VAU, c'est aussi une moyenne qui a la même variabilité, mais c'est une moyenne conventionnelle. C'est ça. Donc, c'est prendre les mêmes choses, quoi. Ouais. Que ce soit bien visible. Et c'est ça, c'est pour communiquer, justement, ce sera plus compréhensible que des tas de graphiques où finalement, les chiffres clés, quoi. Peut-être, ouais. Et aussi un autre discours pour alimenter le débat, mais finalement les moyennes, par exemple, on voit que c'est un peu ce qui reste aussi un peu dans le temps. Quand Marc a présenté l'écart de rendement bioconventionnel, qui aujourd'hui est maintenant évalué à 20% et qui est une méta-analyse à l'échelle mondiale. Par le passé, c'était 25, la dernière, c'est 19. Là. Et en fait, quand on creuse un peu, on s'aperçoit qu'on a une grande... on n'a pas les mêmes résultats en fonction des cultures. En fait, ça concerne essentiellement les céréales, très peu les fourrages, etc. Que finalement, ça dépend aussi des potentiels de production des terres et du degré d'intrant qui est mis sur les cultures. Donc en fait, ces moyennes, effectivement, c'est des chiffres qu'on garde en tête, mais qui écrasent aussi énormément de variabilité spatiale, où voilà, il y a aussi des durées de peut-être cet écart de rendement qui s'amenuise avec le temps en fonction de la distance à la conversion. Donc en fait, il y a plein de... Voilà. Du coup, effectivement, c'est intéressant, mais le risque, c'est aussi de perdre un peu d'infos et aussi de nuances du coup, dans les propos qui sont ensuite adressés, quoi. Mais voilà, il faut jongler un peu entre les deux, voilà, entre des messages clés et puis un peu de nuance. Il y a des 30 critères de retenue pour la valorisation de l'herbe, là, et il n'y a pas eu de... Il n'y a pas de coefficient d'un critère par rapport à un autre. Ils sont tous à même valeur. Oui, ils ont été... chacun a la même valeur. Et c'était pour estimer un peu ces trois volets-là, la consommation de concentré, la part d'herbe et le pâturage. Mais chacun a la même valeur dans le poids de l'indicateur. Et du coup, est-ce qu'il n'y en a quand même pas un des trois
qui impacte plus. Mais possiblement, oui. On a essayé d'impacter, par exemple, de faire 2 fois plus d'impact pour la quantité de concentré. On s'est dit que c'était peut-être celui qui montrait le plus ou la valorisation de l'air, enfin, des exploitations plus économiquement concentrées. Et donc les résultats variaient un peu, mais relativement peu. Mais il sera intéressant de regarder dans d'autres études aussi, de faire varier. Et il n'est peut-être pas parfait l'indicateur et de le modifier sur certains points. Mais ça faisait relativement peu varier. On a essayé d'augmenter cette part plus importante de la quantité de concentré, mais ça faisait peu varier le résultat final.